Ok, très bien, super. Alors bienvenue, comme on disait. Et on va essayer de continuer sur notre lancée par rapport à la méditation. Donc la méditation, c'est un entraînement quotidien en fait, hein. Donc là, bien sûr que c'est une réunion hebdomadaire qu'on a, mais l'idéal, c'est bien sûr d'essayer de méditer un petit peu à la maison, d'avoir un endroit sympa pour ça, pas trop bruyant, suffisamment inspirant si vous avez des représentations, des trois joyaux, si vous êtes bouddhiste, etc. Sinon, un endroit suffisamment aéré, un endroit suffisamment clair aussi. Et bien sûr que vous pouvez installer des choses intéressantes pour vous. Vous pouvez mettre des plantes, vous pouvez voilà, avoir une bibliothèque à côté. Enfin, ce qui peut favoriser une atmosphère sympathique. Et donc, ce qui compte, bien sûr, c'est ce qu'on fait de notre esprit. Ouais. Donc, l'idéal, c'est que à terme, c'est d'être de moins en moins soumis aux conditions extérieures, et donc de pouvoir méditer n'importe où. Mais au début, c'est bien d'avoir quand même un endroit, ou même de temps en temps, d'avoir un endroit sympa. On peut méditer dans la nature aussi, c'est sympa ça. Quand il n'y a pas trop de moustiques, pas trop de tiques, etc. Ok. Et donc, précédemment, on a essayé de méditer sur l'altruisme, la bienveillance, la compassion. On a essayé de méditer sur Tonglen. On a essayé de méditer la dernière fois sur le placement de l'esprit sur le corps et l'esprit lui-même. Et on va essayer de continuer un petit peu, d'insister un petit peu plus sur l'esprit lui-même, parce que c'est vraiment fondamental de pouvoir certifier ce qu'est l'esprit pour ensuite, si on a bien sûr un intérêt dans la voie spirituelle, bouddhiste en particulier, par rapport aux renaissances, par exemple. Ouais, comment est-ce qu'on certifie la possibilité des renaissances en dépendance de la continuité de l'esprit? Ouais, donc il faut pouvoir certifier ce qu'est l'esprit. Et aussi de pouvoir certifier la possibilité de la libération et de l'éveil. Ouais, l'éveil, c'est une sagesse pleine et entière, une sagesse totale, une connaissance parfaite de la réalité telle qu'elle est. Et donc, il faut pouvoir certifier que cet éveil est possible, que notre esprit a cette capacité de connaître les choses et que progressivement, si on repousse les limites temporaires de notre esprit, on pourra un jour obtenir cet état d'omniscience. Ouais. Donc, c'est très important de pouvoir certifier ce qu'est l'esprit, ouais. Et ensuite, bien sûr, si on pratique les tantras, c'est d'autant plus important puisqu'on utilise les différentes strates de plus en plus subtiles de l'esprit pour réaliser la nature des choses, ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, comme d'habitude, on va essayer d'avoir une posture la plus confortable possible, avec le dos le plus droit possible. On peut avoir les mains à plat sur les genoux, les épaules bien ouvertes dans leur axe, la nuque légèrement penchée vers l'avant. La bouche fermée de manière naturelle, le souffle va et vient de manière naturelle, et on peut avoir les yeux mi-clos. C'est ce qui est souvent conseillé pour apprendre à rendre notre conscience mentale de plus en plus puissante. En fait, c'est d'être de moins en moins, comment dire, les esclaves de nos consciences sensorielles. Ouais. Avant de débuter la méditation, on est un petit peu comme ça, on est surtout dans les consciences sensorielles, et grâce à la méditation, on prend un peu plus de d'espace intérieur et on emploie de plus en plus la conscience mentale. Et donc celle-ci devient de plus en plus puissante. Et donc c'est très important d'avoir les yeux mi-clos. Donc ça, comme ça, on apprend à faire avec les choses qui se passent dans notre champ visuel, etc. Donc on ne bloque pas totalement les consciences, mais on snobe un petit peu nos consciences sensorielles. On essaie d'être plutôt focalisé vers l'intérieur. Ok. Et justement, on essaie d'être focalisé de manière stable et claire. Donc ça, c'est pour la posture de notre esprit, c'est plus la posture du corps, mais la posture de l'esprit. De faire toujours attention, de faire en sorte que notre esprit soit suffisamment stable, suffisamment clair et suffisamment intense. Ouais, c'est ce qui fait la différence entre la confiture de myrtille et la confiture de myrtille intense. Notre méditation doit être intense. Donc bien sûr que ça ne faut pas être trop tendu non plus. Si on est trop tendu et qu'on se dit oh là là, il ne faut pas que j'en perde une miette, sinon ma méditation sera foutue. Non, il faut quand même suffisamment détendre le mode d'appréhension de notre esprit. Donc il faut trouver le juste milieu. Et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Où est votre juste milieu? Ouais, comment est-ce que vous accordez à la juste tension, au juste effort, l'instrument de votre esprit? Ouais, c'est à vous de le savoir. C'est à vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur en employant la vigilance de temps en temps
observez comment se passe votre méditation et essayez de mettre des mots sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes un peu trop relâché, un petit peu trop dans le laxisme, ouais, s'il y a ce manque de tension justement, ce manque d'intensité, dans ce cas-là, essayez de rafraîchir légèrement votre attention. Et au contraire, si vous voyez que vous êtes, dans la distraction, dans les dispersions mentales et cetera, essayez de détendre légèrement le mode d'appréhension. Donc c'est à vous de trouver le juste milieu à chaque fois et il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. Très bien. OK. Donc c'est important de faire de brèves sessions répétées pour éviter de lasser l'esprit. Ouais, si on fait trop long au début, on risque, d'avoir la nausée rien qu'en voyant le coussin de méditation la prochaine fois. On se dira: «J'ai quelque chose à faire, tiens, aujourd'hui j'ai piscine, aujourd'hui j'ai macramé» et cetera. On se trouvera tout un tas d'excuses pour pas méditer. Donc c'est important que la méditation soit en effet utile, mais aussi agréable. Ouais, c'est très important. Très bien. Donc, l'aspect agréable de la méditation dépend aussi des supports que vous employez. Donc là, on en passe en revue quelques-uns de manière très progressive pour essayer de voir ceux qui pourraient vous convenir le mieux. Mais bien sûr que si vous avez déjà l'habitude de méditer, que vous avez déjà trouvé votre support, vous pouvez bien sûr l'employer à chaque fois. OK, très bien. Et donc la motivation est très importante. Essayez de cultiver cette motivation et d'englober un maximum d'être dans votre, motivation. De vous transformer intérieurement, de vous perfectionner intérieurement, pas que pour vous-même, mais pour le bien de tous les êtres. Et donc dans ce cas-là, ça donne un appui plus fort dans notre méditation. Donc on va faire ça pendant quelques instants. Si vous souhaitez prendre refuge intérieurement, vous pouvez aussi bien sûr. Et surtout donc développer l'altruisme et bodhicitta, ouais. Très bien, et si vous avez pris refuge et cultivé bodhicitta, vous pouvez ensuite dissoudre la visualisation de votre source de refuge qui fond en lumière, qui vient rejoindre le sommet de votre tête et qui vient se fondre en vous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Et là, comme la dernière fois, essayez de placer votre attention sur ce qui est en train de méditer. Essayez de faire une recherche, d'être plutôt dans l'interrogative. Qu'est-ce qui est en train de se focaliser? Qu'est-ce qui est en train de développer l'attention, la vigilance? Qu'est-ce qui était en train de visualiser juste à l'instant? Et quand la visualisation s'est dissoute, où est-ce que ça s'est dissous?
Si des pensées surviennent, c'est tout à fait naturel. Parfois, on les entretient délibérément. Quand on médite avec la méditation analytique, quand on médite sur les différents points du Lamrim, c'est tout à fait normal. Mais dans ce cas-là, on n'essaye pas de penser délibérément, on essaye de revenir à la source des pensées elles-mêmes. Qui est en train de penser? On ne poursuit pas les pensées, on ne s'investit pas dans leur contenu, on les snob, on les regarde avec un second degré, on prend un peu de recul, on observe où est-ce qu'elles se forment, où est-ce qu'elles durent et où est-ce qu'elles se dissolvent. Parfois, elles peuvent se dissoudre sans laisser aucune trace, comme le vol d'un oiseau dans le ciel. On essaie de demeurer dans ce qui s'écoule naturellement, même quand il n'y a pas de pensée grossière. Et à nouveau, si des pensées reviennent, de toute façon, elles ne peuvent pas aller au-delà de l'esprit lui-même, elles sont fabriquées par l'esprit. Ces pensées sont comme des feuilles mortes ballottées par le vent. Quelle que soit la durée du vent, du souffle, elles vont finir par retomber par terre de toute façon. Et si les pensées ralentissent un peu, on essaie d'observer à nouveau ce qui s'écoule de manière naturelle. Il n'y a rien à fabriquer, l'esprit est là de toute façon, il est naturellement présent.
Et si vous perdez un petit peu la saveur de cette simplicité naturelle, vous pouvez délibérément penser à quelque chose, visualiser quelque chose de simple, et observer ce qui est en train de visualiser cela. Quelle est la nature de cette visualisation? Où est-ce qu'elle se forme? Si vous estompez délibérément la visualisation, où se dissout cette image mentale? Il y a un espace vide à la place de cette image mentale, à la place de cette visualisation. Vous pouvez demeurer dans cet espace vide, c'est pas encore la vacuité. Ça peut nous mener vers la compréhension de la vacuité. Un espace très vaste. Mais l'espace, lui, est inerte, alors que notre esprit ne l'est pas du tout. Extrêmement vivace, extrêmement clair, extrêmement cognitif, extrêmement créatif. Méditer sur cette conscience, c'est pas encore le Mahamudra, c'est pas du tout le Dzogchen, et ça peut y mener, si on en comprend la nature ultime, la vacuité. Mais déjà, méditer sur cette conscience conventionnelle, c'est déjà très utile, essayer de percevoir le moment actuel, qui vient tout seul, qui est spontané, il n'y a rien à fabriquer, l'esprit est là de toute façon. C'est d'observer ce moment, cette simple faculté d'expérience à l'instant présent. Et sur la base de ça, vous pouvez essayer d'en certifier le continuum. Ce moment présent de clarté cognitive vient de l'instant d'avant, qui lui-même vient de l'instant d'avant, qui vient de l'instant d'avant, etc. Vous pouvez remonter jusqu'au premier moment de cette journée, quand vous vous êtes réveillé. Et ce premier moment de conscience à l'état vigile est venu d'un moment immédiatement antérieur, qui lui-même est venu d'un moment antérieur, etc., au cours de la nuit. Même si c'était une conscience plus subtile, une conscience mentale plus subtile. Vous remontez jusqu'au premier moment de l'endormissement hier soir.
sans perdre de vue cette saveur de l'esprit à l'instant présent, essayer de remonter son continuum, mais en restant dans cette atmosphère intérieure, de la simplicité naturelle. Puis vous pouvez remonter le cours de ce courant naturel de clarté cognitive au cours de cette existence, les années qui ont passé jusqu'à votre enfance, jusqu'au premier moment de cette existence, qui est venu d'un moment immédiatement antérieur de clarté cognitive, issu de l'état intermédiaire associé à cette existence, puis remonter encore et encore jusqu'à l'existence passée, puis l'état intermédiaire de l'existence passée, et l'existence d'avant, etc. Vous pouvez remonter aussi loin que vous pouvez. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de premier moment de clarté cognitive. Et à nouveau, vous pouvez revenir à l'instant présent, cette simple faculté d'expérience qui va donner le moment d'après, et le moment d'après, et le moment d'après. Donc son continuum qui n'a ni début ni fin. C'est exactement ce que dit Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika. Namche Mimba Namche Kinyel Mimbe Chiyanju. Il était aussi établi que ce qui n'est pas la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. La conscience donne la conscience qui donne la conscience en un continuum sans début ni fin. Quels que soient les niveaux de conscience, c'est toujours de la clarté cognitive. Même si cette conscience est associée à l'ignorance, cette ignorance est de la clarté cognitive. La clarté cognitive distordue, mais de la clarté cognitive quand même. Et le jour où on obtiendra l'éveil, cette clarté cognitive obtiendra son état maximal de sagesse parfaite, de compassion parfaite, de puissance parfaite. Parce que c'est dans sa nature. L'esprit peut se bonifier, s'améliorer, peut reconnaître sa propre nature conventionnelle, peut reconnaître sa nature ultime, se débarrasser de l'ignorance progressivement. Et en faisant ça, on peut certifier à la première personne ce que disent les textes par rapport aux renaissances, par rapport à la possibilité de la libération et de l'éveil. C'est plus quelque chose de nébuleux, c'est pas du tout une légende d'il y a 2600 ans, c'est quelque chose d'actuel, parce qu'on le certifie à la première personne, ce qu'est cette conscience mentale, ce qu'est sa nature conventionnelle, et un jour, peut-être qu'on pourra certifier sa nature ultime directement aussi. Et donc c'est immense, et dans ce cas-là, on peut dédier les mérites de cette méditation sur l'esprit, ces mérites immenses, puisqu'on a essayé de développer une motivation immense, infinie, en englobant un nombre d'êtres infini. Donc les mérites sont infinis. D'essayer de comprendre ce qu'est l'esprit, c'est magnifique.
de faire des déductions par rapport aux renaissances, par rapport à l'éveil, c'est aussi magnifique. C'est ce dont les Bouddhas ont toujours rêvé pour nous. Nous mettons en application leurs enseignements, pas uniquement par la conviction, mais par la cognition valide. Ouais, donc c'est très important, et donc on peut dédier les mérites immenses à la longue vie des grands maîtres comme ça, Saint Dalai Lama, pour que Lama Zopa Rinpoche puisse revenir le plus rapidement possible et continuer à aider les êtres dans ce monde, que les famines, les guerres, les maladies, les épidémies, tout cela cesse immédiatement, que tous les droits humains et non humains puissent être respectés, que l'environnement soit respecté, que tous les enfants, garçons et filles, puissent aller à l'école, avoir une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, et que tous les êtres puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible grâce à ce type de méditation en particulier, et pour une autre session de méditation, pour qu'elle soit aussi bonne, voire meilleure. Merci beaucoup. Donc, si vous souhaitez refaire cette méditation chez vous, donc, je vous conseille de trouver un convertisseur gratuit sur Internet, et vous pouvez mettre l'adresse de cette vidéo sur ce convertisseur et convertir en MP3 ou MP4. Et comme ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas les pubs qui pourraient perturber votre méditation. Ouais, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, Shilpa. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne Au revoir à semaine. tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bonne semaine. Au revoir Maggie.